Aujourd'hui, donc, je veux parler en deux parties, je le disais. Donc, on va commencer par les réseaux génératifs, les GAN, Generative Adversarial Network. Et par la suite, je vais clore donc sur l'adaptation de domaine. Je remercie d'ailleurs en passant Pascal Germain qui a donné le cours l'année passée. Donc, allons-y sans plus tarder, les réseaux génératifs. Pour bien se placer dans le contexte, rappelons-nous un peu, donc retournons un petit peu en arrière. Voyons donc de façon théorique, si vous voulez, la question des images. On va faire appel ici au concept de variété, en anglais de manifold. L'idée, c'est que les images proviennent probablement de ce qu'on appelle une variété, un manifold, qui est de dimension très restreinte par rapport à l'ensemble des images qu'on peut générer de façon aléatoire. Donc, je m'explique. Donc, vous voyez ici en bas l'image, l'espace des images. Donc, si ce serait pour une image, pour chaque pixel, j'aurais 256 valeurs possibles. C'est ce qu'on a dans les images des JPEG, si vous voulez, là, des images standards. Là. Pour 3 couleurs, pour des images de 224 par 224 pixels. Donc, prenez ce chiffre-là, multipliez ces nombres-là, multipliez ça ensemble, mettez 256 exposant ça, ça vous donne la taille, c'est l'espace discret ici, ça vous donne la taille de l'espace des images qui sont possibles. Quand je dis possible, là, c'est des images pas réelles, des images possibles. Donc, par exemple, j'aurais ma variété d'images réelles. Eux, ce serait restreint à un petit sous-ensemble, on appelle la variété, donc un espace très restreint, un sous-espace des images possibles. Pour mieux le visualiser, ben, si vous prenez une image que vous créez au hasard, c'est-à-dire que pour chacun des pixels, je pige la valeur de l'intensité, ben, voici le genre d'image que je peux créer. Des images, là, pour ceux qui ont des vieilles TV couleurs, c'est une espèce de neige qu'on voit apparaître, là, parce que dans le fond, dans la neige, c'est quoi? C'est un bruit gaussien. Si je pèse des images au hasard, c'est ce que j'obtiens. Donc, je viens comme sonder aléatoirement cet espace des images là, possibles. Et je vous mets au défi, là, asseyez-vous devant votre ordinateur, générez à chaque demi-seconde une image pigée au hasard comme ça, et probablement, jusqu'à la fin de votre vie, jamais vous allez voir apparaître une image plausible. Donc, ça veut dire là, que la variété, le manifold est tellement petit et mince que jamais vous êtes capable d'arriver dessus par accident. Donc, ça vous donne un petit peu la difficulté. Là. Mon espace des images est très grand, mais l'espace plausible est très, très faible. À l'inverse, une image réelle, là, qui est prise avec un appareil photo, va se retrouver donc sur cette variété-là ici, qui est, comme je répète, très, 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 très petit. Déjà, en partant, on fait face à un gros défi ici. C'est difficile de trouver où se situe cette variété-là dans l'espace des images possibles. Notre réseau génératif, ce qu'il va vouloir faire, c'est apprendre implicitement cette variété-là. Il va commencer par prendre une valeur aléatoire pour se situer, si vous voulez, n'importe où sur cette variété-là. Et après ça, va prendre cette valeur, un vecteur, donc ça peut être un vecteur de 128 valeurs aléatoires, va prendre ce vecteur-là et à l'aide d'un réseau génératif qui est probablement un CNN, mais au début, il prenait des MLP, là, des Multilayer Perceptron, va venir projeter donc cette valeur aléatoire-là vers le manifold d'une image qui a l'air réelle. On va prendre quelque chose donc de basse dimension, 128 dimensions, à, appelez-vous votre variété, elle vit dans un espace, là, la dimension est quand même très, très, très grande. Donc, l'image qui peut être générée, ça peut être une image, là, ici, c'est relativement flou parce que donc, c'est une version initiale d'un GAN ancien. L'autre affaire, c'est qu'on n'a pas accès directement à ce manifold-là, on a accès seulement à des exemples. Les exemples, c'est quoi? C'est je vous donne une caméra, allez prendre des photos à l'extérieur de la maison ou dans la maison. Puis dans le fond, chaque photo que vous prenez, c'est vous venez échantillonner quelque part cette variété-là d'images réelles. Puis bien entendu, ben, la quantité d'images réelles est même plausible, là, est quand même relativement élevée. Infinie si vous travaillez dans des images continues. Là. Ici, ça va être fini parce qu'on travaille des images discrètes, mais donc la quantité va être astronomique. Donc, des exemples de réseaux qui sont habitués de prendre un vecteur aléatoire pour générer quelque chose de concret. Par exemple, ça peut être des Variational Autoencoder ou ce qu'on va voir aujourd'hui, là, les GAN, Generative Adversarial Network. Donc, la partie adversarial va venir du espèce d'échafaudage qu'on met autour pour forcer un réseau G à apprendre comment générer des images qui sont réelles. Donc, le GAN, c'est inspiré de la théorie des jeux. Et le concept de base, c'est donc d'avoir un réseau génératif qu'on va appeler, si vous voulez, un faussaire. Donc, lui, ce qu'il essaie de faire, c'est de créer des fausses, la fausse monnaie. Donc, ici, c'est des fausses images. Et ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir donc le critique, le réseau discriminatif D. Et lui, dans le fond, sa tâche, c'est de distinguer est-ce que l'image qui m'est donnée est une image réelle ou fausse. Dans ce cas-ci, là, ça peut être une image. Donc, si on parle du contexte du faussaire, ben, ça serait donc le détective qui prendrait un billet et dirait est-ce que le billet est vrai ou le billet est faux. Et on va s'amuser. On parle de théorie des jeux parce que les deux vont entrer en compétition un l'autre. Le génératif va vouloir essayer de confondre le réseau discriminatif et le discriminatif va essayer de s'améliorer à détecter à mesure que le réseau génératif s'améliore. Le réseau discriminatif doit aussi être capable de mieux en mieux à distinguer les fausses images. C'est un peu comme les faussaires, c'est la même chose. Au début,
ils prennent des billets, ils vont imprimer ça sur imprimante. Le faussaire va se dire, le détective va dire, il n'y a pas le filigrane, va commencer à trouver des faits avec des filigranes. Après, ça va dire, ben, il manque l'hologramme. Le faussaire va commencer à rajouter l'hologramme et ainsi de suite. Donc, c'est ce jeu-là qui va s'opérer. Les deux vont s'améliorer. Et c'est à force de s'améliorer qu'éventuellement, le générateur va faire des images qui vont être pratiquement impossibles à distinguer, même pour un humain, d'une image qui n'est pas réelle. Ce qui est intéressant aussi, petite anecdote, la personne qui a développé cette approche-là, qui s'appelle Ian Goodfellow, la légende veut qu'il ait pensé à son idée dans un restaurant, manger un burger, ou peu importe, puis qu'il avait écrit ça sur une napkin. C'est arrivé chez lui le soir, il a codé ça, puis ça a fonctionné pratiquement du premier. Il y a quand même un pan complet maintenant du deep learning qui est relié au GAN. On le voit ici, l'article de Yann a été cité 37 656 fois en date d'hier soir. C'est quand même un article qui a été quand même très influent dans la communauté. Donc, comme je disais, notre générateur va vouloir chercher à produire des images quelconques. Au début, on va juste dire, je veux juste que tu génères une image qui a l'air plausible, peu importe le contenu de l'image. Et plausible, c'est-à-dire qu'elles vont ressembler à des images qu'on a dans un jeu de données qui a été choisi. Donc, par exemple, si je mets un jeu de données constitué uniquement d'images de chats, le GAN va venir se spécialiser à produire des images pseudo-réelles de chats. Donc, toujours ici, mon vecteur Z qui était pigé au hasard. J'ai mon réseau génératif. Par exemple, je peux lui faire générer plusieurs images parce que je pige 3 fois 3 vecteurs. Je mets fausses images ici. J'ai mon jeu de données ici réel. Donc, vous voyez ici, c'est des images de voitures. Donc, là, ce qui va arriver, c'est que le réseau génératif va se spécialiser à produire des fausses images de voitures. Et à la tête ici, j'ai mon réseau discriminatif. Oh, pardon, c'est pas G, c'est D. Désolé de la petite faute. Qui doit dire est-ce que c'est une image qui est vraie ou une image qui est fausse. Donc, c'est sa tâche. Et les deux vont donc entrer en compétition l'un l'autre. Donc, finalement, ce qui va arriver, c'est que le réseau génératif va apprendre implicitement la distribution des images réelles contenues dans le jeu de données. Donc, essentiellement, ce qu'il veut faire, c'est minimiser la distance entre la distribution des images ici et la distribution des images ici. C'est son travail. Et c'est le discriminatif, dans le fond, qui le force à rapprocher les distributions. Parce qu'il va lui dire ça, c'est faux, ça, c'est vrai. Comment est-ce que l'apprentissage va se faire? On fait du deep learning, on fait des réseaux de neurones. Donc, c'est via les gradients. Donc, lorsqu'on va avoir une fonction de perte à la tête ici, on peut calculer donc le gradient sur la fonction de perte. Et après ça, le gradient va passer à travers les réseaux discriminatifs. Et ça, c'est important de bien voir ça. Si le réseau discriminatif, si vous voulez, il va quand même collaborer. C'est pas une boîte noire du point de vue du génératif. Là. Le gradient ici, essentiellement, ce qu'il va venir dire, c'est cher faussaire, si tu modifiais légèrement tel pixel et tel pixel, j'aurais tendance à dire que l'image, elle est vraie, par exemple. Donc, c'est ce que le gradient vient dire. Donc, le gradient passe ainsi, va donner l'information extrêmement pertinente au réseau génératif pour être capable d'accomplir la tâche de faussaire. Donc, vous voyez ici, c'est bien qu'ils sont en compétition d'un point de vue extérieur. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'ils collaborent pour, dans le fond, que le génératif s'améliore. Donc, une information très précieuse. Et ça, c'est vraiment clé comme concept. Le gradient ici doit bien passer à travers le discriminant pour se rendre au génératif. Et le génératif, dans le fond, va modifier ses poids pour dire, ben, si je modifie tel poids, ça modifie l'image et l'image étant modifiée, ça vient, dans le fond, modifier. Ça va, par exemple, diriger la sortie du discriminatif plus vers le vrai, donc je fais le bon travail. Les progrès ont été quand même fulgurants au niveau des réseaux GAN. Donc, 2014, c'est la naissance avec l'article de Ian Goodfellow. Donc, on obtient des images qui ont été générées par des Altair Perceptron, comme des images, premièrement, des tons gris ici qu'on voit, puis bon, l'image est un peu floue. 2016, on voit donc l'amélioration de la qualité des images. Donc, on commence à avoir des artefacts intéressants, là, par exemple, un peu le reflet ici sur la peau, parce que la peau, souvent, a certains facteurs réfléchissants avec les lumières. On voit ici donc Coupled Generative Adversarial Network, toujours autour de 2016. On voit que les visages commencent à s'améliorer, mais bon, on voit quand même des défauts. Par exemple, les yeux sont peut-être pas parfaitement alignés ici. Le sourire, ici, on voit une petite tache qui n'est peut-être pas tellement rapport. Les cheveux sont un peu flous ici. 2018, c'est là vraiment qu'on voit apparaître des résultats, je dirais, spectaculaires, tant au niveau de la qualité du rendu que de la taille des images. Donc, là, maintenant, on est capable de faire des images 128 disons 1024 par 1024, alors qu'ici, souvent, c'est des images plus 32 par 32 ou 64 par 64. Donc, on voit ici, on a essentiellement levé la limite sur la taille de l'image et clairement, on peut voir que le rendu est proche d'une vraie image. Et on voit ici, là, encore là, 2019, là, une amélioration encore plus notable. On voit pas, surtout, par exemple, vous voyez ici, on voit pratiquement les pores de la peau de la personne avec ici donc, les reflets qui sont dus probablement de la sueur et de la position du soleil. Donc, on voit vraiment une qualité phénoménale. Donc, en l'espace de 5 ans, vous voyez, on passe d'une petite image noir et blanc qui a l'air sortie d'un faux documentaire sur les
les ovnis, là, à une image qui, somme toute, serait difficile pour vous de dire que c'est une image qui a été synthétique et non pas une image qui est réelle. Si on regarde maintenant au niveau de l'approche originale sur laquelle on va se baser après ça pour développer des approches GAN, donc l'idée, c'est que on va prendre, donc d'un côté, on a des images réelles, donc je prends une image réelle, je la passe dans mon discriminateur D, qui est pleinement différenciant parce que je dois calculer des gradients. Et là, ce qu'on veut, c'est lorsque l'image est réelle, on veut que le discriminant tende vers 1. 1 signifie « je pense que c'est vrai » pour le discriminant, alors que 0, c'est « je pense que c'est faux ». Du côté de la branche, lorsque je génère une image, donc rappelez-vous, on va alterner en présenter des images réelles et des images qui sont synthétiques au discriminant. Donc, on va générer d'abord un vecteur aléatoire Z. On le passe dans notre générateur qui est pleinement différenciable. Ça nous donne donc une image synthétique ici, qu'on passe dans le discriminant. Et là, ce qu'on voudrait ici, plutôt ce que le générateur voudrait, c'est qu'il voudrait que lorsqu'on passe, donc vous voyez ici dans le discriminant, lorsqu'on lui passe une image générée, donc le Z étant le vecteur, G c'est mon générateur, et je passe donc cette image synthétique-là dans D. Le discriminateur voudrait tendre vers 0 pour dire que c'est faux. Mais le générateur, lui, voudrait, dans le fond, générer une sortie de sorte que D tend vers 1. Donc, vous voyez, c'est ici le combat qui s'installe, la compétition qui va se faire entre les deux réseaux. Donc, c'est une approche, comme je disais, inspirée de la théorie des jeux. Pour ceux qui ont fait de l'IA, disons, un peu plus classique, vous avez dû voir ça, les jeux comme quand on joue aux échecs. Moi, je vais maximiser mes gains puis minimiser les gains de l'adversaire. Donc, c'est ce qu'on appelle les jeux minimax. Ici, on va avoir deux joueurs. Le joueur qui va avoir donc le discriminant et le générateur. J'ai une fonction V, une fonction de coût, que je vais vouloir, dans le fond, optimiser selon ce concept-là de minimax. Donc, par exemple, le discriminant va vouloir maximiser V, qui va être genre la probabilité de trouver, de bien identifier si l'image est vraie et fausse, alors que le générateur G, lui, va vouloir minimiser la probabilité que le discriminant soit capable d'accomplir sa tâche. Cette fonction-là de coût, c'est la suivante. Donc, c'est de dire pour des vraies données, donc lorsque lorsque X est pigé de mes vraies données, par exemple, ma pile de photos de chat, donc je veux que le discriminant D ici, donc on va vouloir qu'il tende vers 1, alors que pour les données fausses, ce qu'on veut ici, c'est qu'on veut donc que lorsque je pige un vecteur aléatoire et que je donne ce vecteur aléatoire-là à mon générateur, je veux que, essentiellement, D ici tende vers 1 pour avoir, dans le fond, ici, une valeur de 0, du point de vue du générateur. Donc, si on le regarde le plus en détail, lorsque le discriminateur veut maximiser cette valeur-là ici, donc je rappelle ici le logarithme de 1 D est égal à 1 veut dire que le discriminateur pense que c'est vrai et 0, c'est que c'est faux. Donc, le log de 1, c'est 0. Le log de 0, c'est moins l'infini. Donc, clairement, si je veux maximiser, ici, je vais avoir un 1. Lorsque j'ai des vraies données, le discriminateur dit que c'est 1. Et lorsque j'ai des fausses données, je veux donc que cette partie-là ici, je veux que cette valeur-là ici, encore là, soit proche de 0, donc proche de 1. Donc, ça veut dire que je veux ici que D de G de S soit proche de 0. C'est ce que j'indique ici. Donc, c'est le concept de le discriminant est capable de distinguer que l'image est fausse ou qu'elle soit vraie, qui est capturé par cette équation-là. À l'inverse, le générateur, lui, ce qu'il veut faire, c'est minimiser, dans le fond, les chances que le discriminateur soit capable de distinguer une image vraie d'une image fausse. Ce que ça veut dire, donc, c'est qu'il veut donc générer des images qui vont être prédites comme étant vraies par le générateur. Donc, 1 moins 1, ça veut dire 0. Donc, vous voyez ici, ça fait descendre la valeur là ici, on veut minimiser. Et de la même manière, il veut que lorsque le discriminant reçoit une image réelle, qu'il pense que l'image soit fausse. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'un discriminant voudrait prendre une image réelle et dire qu'elle est fausse. N'oubliez pas que le discriminant est entraîné lui aussi sur les données réelles et fausses. Donc, ça veut dire pourquoi est-ce qu'il voudrait, dans le fond, commencer à étiqueter des images réelles comme étant fausses. Ça veut dire que le générateur est tellement bon à confondre le discriminateur que le discriminateur commence maintenant à dire que non, ça c'est une fausse image alors qu'elle est vraie. À la limite, si on avait un temps infini, puis une architecture qui s'entraîne bien, ce qui se produirait, c'est que le discriminant finirait par prédire, peu importe l'entrée, si vous voulez, 0.5. Donc, il serait complètement confondu. Il ne pourra pas distinguer une image réelle d'une image qui est fausse. Donc, c'est l'objectif. Et l'article original démontre qu'effectivement, sous certaines contraintes, à la fin, avec probabilité 1, le générateur finit par gagner ce jeu-là de min-max. À mon avis, le résultat n'est pas juste mathématique. Ça veut dire, là, on parle beaucoup de deepfake. Puis les deepfakes, c'est basé sur les générateurs. Ce que la théorie nous dit, c'est qu'à long terme, les faussaires vont gagner, ce qui n'est pas une nouvelle rassurante.
Parce que c'est vraiment une course à l'armement à chaque fois que vous améliorez le réseau discriminatif, ben, le réseau génératif s'améliore. Puis éventuellement, comme je le disais, la théorie nous dit que le générateur va gagner à la fin. Donc, on doit entraîner notre GAN à partir de la fonction objectif. Donc, on va pouvoir calculer des pertes à partir de cette fonction objectif-là. Et l'entraînement va se faire en alternance. On va présenter des images là, à notre discriminant, là, des vraies et des fausses. Et ce que notre discriminant va faire, c'est une montée du gradient parce que lui, il veut maximiser cette fonction-là ici. Et notre générateur, lui, va vouloir, dans le fond, descendre le gradient. Donc, c'est principalement cette partie-là de l'équation. Là. Il va descendre le gradient de son côté. Et c'est vraiment, on ne veut pas entraîner un discriminant, avoir un discriminant parfait, après ça, commencer à entraîner un générateur. On va le voir un petit peu tout à l'heure. Il y a un problème fondamental à avoir un discriminateur qui est trop bon. C'est relié au niveau du gradient, là. Surtout dans la formulation, la fonction aussi à minimiser, là, à maximiser. Donc, c'est vraiment l'alternance. J'ai un discriminant initialisé au hasard, un générateur initialisé au hasard. Puis les deux, dans le fond, vont s'entraîner en alternance. Quelques images présentées là, avec une descente de gradient sur le discriminant, parce que quelques images présentées quelques vecteurs Z générés pour générer des images, présenter ça ensuite dans la boucle. Là. Donc, on va vraiment alterner de façon très serrée l'entraînement des deux. Donc, c'est vraiment main dans la main, là, les deux vont s'améliorer. Donc, le code, on le voit ici, pour un certain nombre d'itérations. Pour K-step, puis des fois, K, c'est 1, de prendre une image, de prendre un bruit aléatoire, par exemple, là, ou un certain nombre de vecteurs. Ensuite, on prend un certain nombre d'images réelles. Et là, dans le fond, on voit ici la montée du gradient stochastique pour notre fonction de perte qui est ici. Donc, le gradient sur les paramètres du discriminant. Donc, ici, le discriminant cherche à s'améliorer. Donc, il va monter le gradient, la partie max. Après ça, on échantillonne ici d'autres vecteurs aléatoires pour générer des images qui sont fausses. Donc, un PG ici, dans le fond, c'est pour générer ça, c'est le prior sur le bruit. Donc, j'ai mon bruit ici que je passe dans mon générateur. Après ça, je passe l'image générée dans mon discriminant. Puis, dans le fond, oui, ici, le gradient calculé maintenant sur les poids du générateur. Mais, comme j'ai dit précédemment, le gradient doit quand même passer à travers le discriminant. C'est juste qu'on ne va pas faire le gradient par rapport au poids du discriminant, mais par rapport au poids du générateur. Puis, on va faire donc une descente de gradient pour entraîner notre générateur. Donc, c'est vraiment main dans la main, les deux s'entraînent. Et pour la théorie originale, donc, vous utilisez un perceptron MLP pour faire les images et pour détecter si les images étaient vraies ou fausses. Si on regarde maintenant du côté des images qui sont générées, donc la dernière colonne ici, ce qu'on voit, c'est les images qui sont réelles, donc du dataset. On voit, par exemple, pour MNIST, qui sont des images quand même relativement simplettes, on voit que le réseau arrive quand même assez bien à générer donc des échantillons synthétiques qui sont proches donc, de la distribution des images réelles. Pour les images couleurs de type CIFAR 10, on voit que c'est un peu plus, disons, flou. C'est un défaut que les réseaux avaient au début. Les réseaux GAN avaient tendance à générer des images qui sont un peu floues. On le voit ici, il y a un certain grain dans l'image. Là. Néanmoins, les gens étaient quand même très excités, particulièrement par ces résultats, de voir qu'on peut générer des images de visage. Ici, bon, c'était le résultat était un peu moins excitant. C'est difficile de dire ça, c'est une grenouille ou c'est une roche. Là. On ne voit pas vraiment la différence. Mais on voit que statistiquement, le réseau réussit à produire des patrons puis des jeux de couleurs qui sont similaires à ce qu'on a dans un jeu de données. Donc, beaucoup de vert en bordure, par exemple, parce que souvent l'animal est situé au centre. On voit ici, ça ressemble peut-être vaguement à un bateau. Il y a de l'eau qui est plus foncée que le ciel. Donc, c'est ce que le réseau a réussi à apprendre. Des backgrounds bleus, verts, etc. Mais on est quand même pas, on est très loin d'un résultat spectaculaire ici. Mais il reste que les gens ont fait comme, OK, maintenant j'ai un système automatisé pour générer des images synthétiques. Un des problèmes, par contre, qu'on frappe lorsqu'on fait les GAN, c'est quelles sont les métriques qu'on utilise pour évaluer les performances de notre système. Surtout que le GAN, c'est très subtil parce qu'on joue sur l'apparence. On veut des images qui ont l'air réelles. Comment trouver une métrique qui nous dit sur l'airicitude d'une apparence? Donc, c'est très difficile. En classification, c'est facile. On prend la précision. J'ai l'étiquette, je compare, je peux calculer des erreurs. Pour le GAN, donc, il faut qualifier le taux de réalisme de l'image. Et ça, c'est pas évident. Notez que vous avez le même problème en NLP lorsqu'on fait de la traduction. Il y a plusieurs façons de traduire une phrase. Puis, un peu la même chose, ils ont le score bleu qui n'est pas toujours parfait, mais qui essaie de dire en deux traductions, c'est quoi la différence entre le score entre les deux, par exemple. Puis aussi, pour pouvoir quantifier d'un point de vue humain, c'est quoi la qualité de la reproduction, bien, souvent, les chercheurs ont utilisé des techniques comme, par exemple, Amazon Mechanical Turk, où on envoie ça sur un site web. Les gens sont payés un demi-sou par image. Ils doivent cliquer deux images, laquelle est la plus à l'air réelle, puis là, ils cliquent. Puis essentiellement, on peut venir quantifier, par exemple, un résultat de cette manière-là. Mais on le sait maintenant, on a besoin de pertes différenciables. Puis des clics faits par un humain, c'est pas une perte qui est différenciable.
C'est un peu le problème fondamental qu'on va faire face aux GAN. Comment les comparer les méthodes l'une à l'autre. La communauté est arrivée avec 2 scores, le score Inception et le score Frechet Inception Distance. Inception Score, ça va être l'idée de je vais prendre des réseaux de neurones, mais les deux techniques sont basées sur les réseaux de neurones de type Inception. Donc, on va dire, je vais prétendre que mon Inception a compris la sémantique et sait qu'est-ce qu'une bonne image, donc qui était entraînée sur ImageNet, par exemple. Et là, on va dire le score. Dans le fond, je vais voir comment est-ce que mes images fausses, lorsque je les passe dans un réseau qui est entraîné sur ImageNet, comment est-ce qu'il va se comporter en termes de la forme des distributions des résultats. Donc, vous avez ici le Inception Score pour une image générée. Donc, on voit ici donc, une image qui a été pigée à partir d'une fausse image. Et là, vous avez la distribution marginale, la distribution ici, le conditionnel. Là. Donc, c'est quoi la sortie de mon réseau de neurones Y lorsque je lui passe l'image qui est fausse par rapport à c'est quoi la distribution des classes dans mon jeu de données, par exemple. Puis, on va utiliser la divergence de Cohen, qui est simplement une mesure de la différence entre les deux distributions pour attribuer un score. Ce que les gens ont fait une étude, premièrement, de dire est-ce que ce score-là, IG, corrèle bien avec les clics d'Amazon que je parlais tout à l'heure, d'Amazon Search, c'est-à-dire lorsque les gens disent que les deux images sont très dissimilaires, est-ce que le score IS le reflète, ça? Donc, plus IS est grand, mieux c'est. C'est ce que le score nous dit. Maintenant, pour aller peut-être dans une explication un peu plus simple de ce qui se passe dans cette équation-là ici de la divergence de Cohen. L'article parle beaucoup d'informations mutuelles entre marginales et conditionnelles. Comme je vous dis, moi, je suis pas nécessairement super fort en théorie. Mais ce qu'il faut retenir, donc, c'est ce qu'on veut, c'est que on veut que la sortie du réseau Inception ait une faible entropie. Donc, ce que ça veut dire, faible entropie, c'est-à-dire que ce que je voudrais, c'est donc pour, dans le fond, ça, c'est mon vecteur là, j'ai 1000 sorties ici, là. Donc, mon vecteur de prédiction. Ce que je voudrais, c'est lorsque je passe une fausse image, c'est que j'ai une distribution où le réseau dit avec probabilité genre 0.99, c'est une classe particulière, par exemple, je ne sais pas moi, un chien poméranien, puis que les probabilités pour les autres classes soient relativement faibles. C'est ce qu'on veut. Quand on parle de faible entropie, là, c'est une distribution qui est très, très, avec un pic, si vous voulez, une classe particulière. Donc, ce que je veux, c'est, donc, si vous voulez que l'image fausse confonde aussi un réseau Inception qui n'a pas été entraîné sur les images là, dans la boucle qu'on voyait tout à l'heure du discriminant D puis du générateur G. Donc, je veux ça d'un côté. Et l'autre aspect que je veux, c'est que le générateur produit une grande variété d'images. Donc, idéalement, ce que je voudrais, c'est que quand j'ai fini mon entraînement, ben, il est capable, dans le fond, la distribution ici, ce qu'on voudrait, là, c'est que sur les 1000 classes encore là que j'ai, ben, je veux, dans le fond, que la distribution soit relativement uniforme. Donc, il ne s'est pas spécialisé à produire une seule image, un chien poméranien, par exemple. Donc, c'est quand on parle de la divergence de Cohen, c'est ce qu'on veut. On veut que la différence entre les deux distributions ici soit la plus grande possible. C'est ce que l'Inception Score vient faire. Ça, c'est vraiment important, l'aspect de produire une grande variété d'images. On va en parler tout à l'heure, le mode collapse. C'est qu'on a les réseaux génératifs, on va avoir tendance à se spécialiser sur un type d'image en particulier. L'Inception Score a fonctionné par un certain nombre de générations de papiers, puis les gens se sont rendus compte que c'était peut-être pas complètement le meilleur score, là. Il corrélait bien, mais qu'il y avait certaines difficultés, notamment que l'Inception Score ne tient pas toujours bien compte d'une grande diversité dans une classe. C'est-à-dire que l'important, c'est que je produise de temps en temps, que j'ai au moins une distribution qui est très pique lorsque je prédis une classe, ben, mon réseau prédit l'Inception prédit une classe, puis que je prédise au moins des images, puis que dans le fond, que mes images générées soient uniformément distribuées dans ce que l'Inception pense que la classe est. Mais ce que ça fait, c'est que le réseau va dire pas de problème, moi je vais me spécialiser pour, disons que je l'appelle Bob, là, Bob le chien poméranien, mais à chaque fois qu'il veut générer un poméranien, mais il génère exactement Bob. Toujours exactement le même chien. Donc, il va faire, pour les mi-classes, il va comme avoir une espèce d'image canonique qui va toujours générer. Ce qui fait que l'Inception Score va être quand même relativement élevé. Parce qu'il va dire, ben écoute, oui, tu as une large distribution d'images en termes de classe, puis chaque fois que tu me génères une image, ben, je suis capable de classer avec une bonne confiance dans une catégorie particulière. Donc, ça force pas un réseau à être très varié, très imaginatif, si vous voulez, dans ses classes. Alors, ce que Frechet vient faire plutôt, c'est de dire, je vais ouvrir Inception. Puis au lieu de regarder, dans le fond, juste les sorties à la tête du réseau, donc la classification, je vais prendre une couche intermédiaire. Et rappelez-vous, là, j'en parle souvent, là, à la base, un réseau, c'est strictement spatial, c'est juste des pixels. À la tête, la classification, c'est strictement sémantique. Donc, à mesure que je descends dans mon pipeline, ben, je deviens moins sémantique et plus spatial. Donc, si je choisis une couche intermédiaire d'Inception, je vais avoir un bon mélange spatio-sémantique. Okay? Donc, je veux avoir des images qui semblent avoir une certaine signification sémantique. Un chien, un chat, une voiture, mais que la distribution spatiale des patrons soit ici quelque chose qui est proche de ce que je verrais dans ImageNet, par exemple.
Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre des statistiques des activations dans des features intermédiaires en passant à ImageNet. Ça me donnait, dans le fond, une espèce de voici ce que a l'air des distributions des images réelles. Puis après ça, lorsque je génère des images, que je les passe dans Inception, je vais comparer les deux distributions des features via leur moyenne et leur covariance. Puis j'utilise donc simplement une distance ici, donc la distance euclidienne au carré entre les moyennes des features trouvées. Et aussi, là, c'est l'opération de trace. Donc, comment comparer deux matrices de covariance. Ce n'est pas important, mais l'idée, c'est que plus les matrices de covariance sont jugées différentes, mais plus la distance va augmenter. C'est vraiment de dire, je veux que mes features, la distribution des features pour ImageNet ou pour les images synthétiques, dans le fond, plus elles s'écartent, moins bonnes, on va dire, que les images ont été générées. Et c'est pas mal le standard maintenant qui est utilisé dans les articles pour comparer, dans le fond, d'avoir une mesure quantitative de la performance d'un GAN. On le voit bien ici dans l'article qui introduit la distance de Fréchet. Ils ont fait donc des tests pour comparer donc on le voit ici, donc la distance de Fréchet. Ici, c'est la distance Inception. On voit ici le niveau de perturbation. On voit ici, donc, dans ce cas-ci, c'était du bruit gaussien. Donc, on voit à mesure que j'augmente la quantité de bruit gaussien. On voit donc la mesure de Fréchet, donc la distance augmente. C'est ce qu'on veut. L'image ici a l'air beaucoup moins réelle que celle-ci. Alors que, par exemple, pour le score Inception, cette image-là, elle est quand même classée comme un visage humain, par exemple. Donc, ça veut dire que le réseau n'est pas confondu en termes de classe. Mais d'un point de vue apparence, clairement, c'est beaucoup moins beau que celui-ci. Même chose pour un flou gaussien. Donc, on voit ici à mesure qu'on augmente le flou dans l'image, on voit que le score de Fréchet augmente, alors que pour le score de Inception, on voit ici que c'est presque quand même relativement constant. Même chose pour du crottate, à mesure qu'on retire des éléments de l'image, on voit que ici, le score Fréchet augmente, alors que le score ici de Inception reste relativement stable. C'est peut-être dû en partie aussi parce que lorsqu'on a entraîné sur ImageNet, rappelez-vous, on fait beaucoup de dogmentation, donc peut-être qu'il y avait une forme de dogmentation de cutout, donc le réseau a appris à être invariant au cutout. Et finalement, swirl, l'opération de venir mélanger. Donc on voit ici le score de Fréchet qui augmente quand même drastiquement pour la dernière image, alors que le score Inception reste relativement constant. Donc, on voit ici, de façon qualitative, il restera toujours une partie qualitative parce qu'on travaille avec des GAN. On voit ici d'une façon qualitative, on peut voir clairement que le score Fréchet semble plus corrélé à la qualité de l'image que le score Inception. Les GAN sont réputés difficiles à entraîner. Une des raisons, donc, c'est basé sur la fonction de perte, donc qu'on va appeler le jeu min-max. Et par exemple, la partie du gradient, donc c'est l'équation ici qu'on vient minimiser. Et c'est basé donc sur le gradient. Le gradient doit bien passer du discriminant jusqu'au générateur. Et ce qu'on voit ici, lorsque le générateur a démasqué, lorsque le discriminateur a démasqué le générateur, donc par exemple, on voit ici, donc j'ai passé une image qui est synthétique, discriminant dit 0, 0 étant c'est une image qui est fausse, par rapport à 1 le discriminateur est parfaitement confondu par le générateur. Ce qu'on voit ici, c'est que le gradient, il est relativement faible ici. Qui dit faible gradient, maintenant, je vous ai tellement bombardé avec ce message-là que si vous n'avez pas un bon gradient, vous n'êtes pas capable de bien vous entraîner. Notre gradient, il est faible et surtout, il est faible à un endroit qui est important. Le générateur doit fortement s'améliorer ici pour se déplacer vers là, mais c'est l'endroit où le gradient est le plus faible. Donc, si vous voulez, c'est l'endroit avec cette fonction-là de perte, c'est l'endroit autrement dit, c'est que plus le discriminant devient bon avec cette fonction de perte-là, moins informatif il devient pour le générateur. C'est pas ce qu'on veut. À l'inverse, la pente ici, elle est plus élevée pour le gradient, mais à un endroit qui est pas intéressant, puisqu'à ce stade-ci, le générateur est rendu très bon à confondre le discriminateur. Donc, ce qu'on voudrait, c'est un peu inverser la situation. On voudrait que le gradient soit plus fort ici, et ici, bon, on voudrait fort, mais c'est moins important. Une amélioration qui a été faite, c'est de remplacer cette montée du gradient de faire une montée du gradient pour le générateur au lieu de faire une minimisation du log de 1 moins d de g de z. Ils ont dit plutôt on va maximiser le log de d de g de z, qui revient d'un point de vue de la théorie du jeu et tout, là, ça devient quand même relativement similaire. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que la fonction de perte, effectivement, le gradient est plus fort, on voit la pente est plus fort là où c'est important pour aider le générateur. Alors que le gradient maintenant est rendu plus faible ici, là, un endroit qui n'est pas important pour notre générateur. Petit message, les fonctions de perte, dans les deux cas, si vous voulez, la fonction de perte capture le fait que le générateur doit confondre le discriminant, mais la forme de la fonction va aider beaucoup au niveau de l'entraînement. C'est quelque chose qu'il faut se rappeler, là, cette forme-là, elle est importante. Autre problème très courant avec les GAN, c'est ce qui s'appelle le mode collapse. Donc, notre GAN vanille, lui, à l'origine, on lui dit juste, je veux que tu me génères des images qui ont l'air réelles.
Puis dans la version originale du GAN, on ne pouvait pas spécifier en disant je veux que tu me génères des images réelles de chiens poméraniens, par exemple. C'était pas possible. C'est juste de dire des images qui ont l'air réelles. Donc, ça veut dire que le problème, ce qui peut arriver, c'est qu'il va s'hyper spécialiser à, encore là, une instance particulière d'image qu'il aime bien. Et c'est ce qu'on voit apparaître, par exemple, ici, là, ce qu'on appelle le mode collapse. Donc, vous voyez comment le générateur ici, je pige un nombre au hasard, je le passe dans le générateur, puis il me génère une image. Et on voit comment, vous voyez ici, il a tendance à toujours générer un peu la même pièce. Là. C'est des chambres à coucher ici. Là. Vous voyez, il n'est pas très original. C'est comme son go-to image. Là, il va tout le temps générer ça parce que cette image-là a tendance à confondre le discriminant, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle le mode collapse. Ça vient en partie du fait que notre distribution qu'on cherche à imiter, rappelez-vous, le GAN, de façon là, très théorique, là, très loin, là, ça cherche dans le fond à imiter la distribution des images réelles. Donc, on cherche à imiter les distributions. Puis imaginez là, de façon très imagée là, que j'ai une distribution qui est bimodale que je cherche à imiter, mais que mon générateur, il peut juste, dans le fond, générer des images selon une distribution qui est une distribution normale, une distribution gaussienne. Donc, si je cherche, dans le fond, à couvrir au maximum l'espace des images possibles, là, vous voyez ici, ma gaussienne, elle essaie d'être large pour couvrir les deux modes, ben, je tombe dans mon générateur va avoir tendance à générer des images qui sont réputées improbables. Ici, vous voyez, la distribution des images réelles, elle est très, très faible ici. Donc, clairement, mon discriminant, mon Sherlock Holmes ici, va dire « Ah, c'est une image qui est fausse parce que clairement, il n'y a jamais d'images qui ont l'air de ça. » Ici, si vous voulez, le générateur a voulu avoir une grande diversité, mais il se fait piéger justement parce qu'il n'est pas capable d'aller, dans le fond, d'avoir des bonnes images là où ça compte. Une décision qu'il peut prendre, c'est-à-dire, ben, je vais me spécialiser sur un des modes, puis je vais vraiment bien coller ma distribution des images sur ce mode-là particulier. Ça pourrait être ici, par exemple, le mode qui représenterait des chiens poméraniens par rapport à des Afghans, par exemple. Et donc, il va, si vous voulez, maximiser la qualité au détriment de la diversité. Ce qui va se produire, rappelez-vous, là, on fait un jeu min-max. Le discriminant apprend à partir du générateur. Donc, à mesure que le générateur s'améliore, le discriminant doit aussi s'améliorer. Dans la situation ici, c'est relativement simple. Le discriminant est capable rapidement de voir que le générateur génère des données qui ne sont pas probables. Dans ce cas-ci, à court terme, le discriminant n'est pas capable de dire que le générateur fait des fausses images. Parce qu'il va dire non, ça c'est clairement une image d'un chien, d'un poméranien. Puis après ça, une deuxième image, c'est clairement l'image d'un poméranien. Puis après ça, une troisième image d'un chien poméranien. Puis une quatrième, puis une cinquième d'un poméranien 6. Et là, le gradient fait que le réseau de discriminants doit finir par dire non, non, c'est des fausses images. Donc, ce qui va se produire, le discriminant va dire attends une minute, ça fait 75 images de poméranien que tu m'envoies en ligne, puis on me dit que c'est des fausses images. Donc, ce que je vais dire, moi, quand tu m'envoies un poméranien, c'est une fausse image. Donc là, automatiquement, le générateur est comme il se fait prendre un peu à son propre jeu. Il dit ben là, il faut que je me spécialise maintenant à faire des labradors. Puis il va commencer à générer des labradors. Donc, il y a un certain délai qui va s'opérer entre le moment où le générateur s'hyper spécialise puis le moment où le discriminateur le force à dire non, non, tu me renvoies tout le temps la même rengaine, c'est clairement des fausses images. Donc, c'est ce qu'on appelle le mode collapse. Ce qui va se produire, c'est imaginez que vous avez une distribution ici avec plusieurs pics. Ben, ce qui va se faire au début, le réseau va dire ben, le générateur va spécialiser à produire, par exemple, ce pic-là ici. Après un certain nombre de temps, parce que le discriminateur dit non, non, quand ça vient de ce coin-là, c'est des fausses images, mais il dit pas de problème. Le générateur va sauter maintenant à un autre mode, va venir ici pendant un certain nombre d'époques, le temps que le discriminateur se réalise le subterfuge. Après ça, le générateur va venir, OK, ben, je vais sauter sur un autre mode. Donc, vous voyez ici, tout ce qu'il va faire, c'est sauter d'un mode à l'autre, sans vraiment dire je vais générer un peu partout, dans les différents modes. Donc, c'est un des problèmes, le mode collapse. On a commencé par l'article de 2014. Il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites pour, comme vous avez vu, de la qualité des images a fortement changé. Première amélioration notable, c'était le DC GAN qui a changé l'architecture. L'article original de Ian Goodfellow, il faut se rappeler, a été fait rapidement parce qu'il y a eu une idée de génie, puis il l'a publié quand même. Après un MLP qui est comme la solution la plus facile pour générer de quoi. Donc, DC GAN, ici, on dit, bon, OK, on va commencer par utiliser la quincaillerie des CNN, qui est bonne. On sait qu'elle est bonne pour générer des images, pour les classifier. Donc, ce qui est bon pour classifier va être bon pour générer. Rappelez-vous que l'un est le pendant de l'autre. Mais bon, il y avait quand même des modifications à faire. Donc, ils ont retiré, par exemple, les couches de max pooling, de min pooling. Pour faire l'upsampling, ils ont fait des convolutions transposées, ce qui fait qu'il y avait une synchronisation. Donc, ça permettait de facilement générer, pas de synchronisation, excusez, mais je veux dire, ça permettait facilement de réutiliser des réseaux CNN pour générer des images là, à plus grande résolution. Rappelez-vous, on part d'un vecteur Z qui est 128, puis il faut arriver à une image de peut-être 64 par 64 par 3 couleurs. Donc, il y a un concept d'upsampling qui doit se faire. Ils ont aussi commencé à gratouiller au niveau des fonctions d'activation. Pour le générateur, pas de problème, on peut utiliser des relus.
ce qui est notre standard. Par contre, rappelez-vous, le générateur apprend à partir du gradient qui provient du discriminateur. Et si j'utilise des relus dans le discriminateur, qu'est-ce qui se passe? Ben, si j'ai une relue qui est à 0, le gradient ne passera pas. Le gradient tombe à 0 pour ces activations-là. Donc, ils ont utilisé la Leaky relue. Si vous vous rappelez, la Leaky relue, là, c'est que j'ai ma fonction comme ça ici. Là. J'ai ma pente de 1 en positif. Et en négatif, genre, en fond, j'aurai une pente qui est plus faible. Dans ce cas-ci, les autres, ils suggéraient d'avoir une pente de 0,2, par exemple. Et ça fait que donc, et dans la partie positive et négative de la relue, j'ai un gradient qui va se propager. Donc, je vais transmettre plus d'informations à mon générateur, donc un meilleur flow du gradient. À la sortie, bon, il recommandait d'avoir une tannage pour le générateur G et toujours sigmoïdal, parce que dans le fond, c'est binaire, là, c'est vrai ou faux pour le discriminant. Ce n'est pas une grande surprise. Autre aussi constat qu'ils ont fait de façon empirique, c'est lorsqu'on calcule les batch norms. Idéalement, ce qu'il faut faire, c'est calculer une batch norm pour les images réelles et une batch norm pour les images qui sont synthétiques, les images générées. La raison, si je me souviens bien, c'est qu'ils peuvent avoir quand même des distributions statistiques qui sont assez différentes entre les réels et les générés. Puis, ce qui va se produire, dans le fond, c'est que vous allez avoir une distribution bimodale qui ne sera pas très bien capturée par la batch norm, qui s'attend plutôt à avoir une distribution unimodale. Et ça fait que, dans le fond, le discriminant va tricher parce qu'il va se rendre compte, par exemple, que rappelez-vous, là, si j'ai une bimodale qui est dans de ça, puis dans le fond, la batch norm essaie de dire, ben, je dois avoir cette valeur-là moyenne avec cet écart-type-là. Et il va se dire, ben, peut-être que les réels vont avoir, par exemple, situés très, très loin de la moyenne, puis les synthétiques très, très loin. Donc, quelque part, le réseau était capable de tricher, le discriminant était capable de tricher en se fiant, dans le fond, sur les grands biais qui se produisaient, sur les grandes variations de biais qui se produisaient sur les images réelles versus synthétiques. Donc, c'est un des trucs qui disait batch norm séparé entre les deux. Donc, vous voyez que c'est des détails très, très fins pour pouvoir améliorer les performances. Ça, c'est quand même quelque chose qui semble assez commun là, de tenir compte quelles images on utilise, quelles données on utilise pour calculer les informations de moyenne et d'écart type pour la batch norm, pour éviter justement que les réseaux trichent pour exploiter cette information-là. Quand on regarde au niveau des résultats, premièrement, des images de 64 pixels par 64 pixels, on voit quand même, on commence à avoir des images couleurs, premièrement, qui ressemblent, somme toute, parfois un peu vaguement, à des chambres à coucher. Pourquoi des chambres à coucher? Parce que c'est un jeu de données qui s'appelle Elson, qui contient 3 millions d'images de chambres à coucher. Donc, le réseau, lui, apprend juste à générer des données qui sont similaires à son jeu de données d'entraînement. Il n'a aucune connaissance de qu'est-ce qu'une chambre à coucher. On voit quand même qu'il va générer des images avec des lits, des fenêtres, des lumières situées au plafond, un plancher, ainsi de suite. Donc, le réseau, quand même, a appris à imiter. Bon, c'est pas parfait. Là, on voit ici, là, par exemple, l'image ici, ça a l'air plutôt d'un canapé divan-lit avec un matelas, donc c'est pas très réaliste comme image. Mais quand même, très rapidement, on pourrait être confondu par cette image-là. Pour les visages aussi, on commence à voir une certaine amélioration. Bon, des visages qui sont quand même bien générés comme celui-ci. Celui-ci, bon, a plus l'air de réseau, mais d'une œuvre artistique. Mais le réalisme est quand même intéressant par rapport aux images qui étaient générées sur l'article original de Ian Goodfellow. Aussi, un aspect intéressant, c'est que vous avez donc votre vecteur Z qui sert à générer une image. Et là, les auteurs se sont dit, pour s'assurer que notre générateur n'a pas appris par cœur les données d'entraînement, c'est-à-dire à juste imiter parfaitement les images qui ont été faites, ils ont dit, on va faire d'interpolation sur un vecteur Z, on va prendre en deux vecteurs Z, on va essayer d'interpoler pour voir est-ce que j'ai des changements abrupts ou des changements doux entre les images qui sont générées. Donc, vous avez ici à la base mon vecteur Z, mon Z1, et je génère une nouvelle image dans mon réseau génératif. À l'autre extrême ici, j'ai un Z2, là, je vais mettre ici Z2, là, j'aurai un Z1 ici, un Z2. Et donc, je peux donc interpoler entre ces deux vecteurs-là et passer l'interpolation encore là dans mon réseau génératif. Et on voit ici donc les images qui sont générées dans l'interpolation. On voit donc qu'on passe graduellement d'une image vers un autre, qui est un effet quand même visuellement aussi, c'est très intéressant comme effet. Mais ça nous démontre donc qu'il y a quelque chose qui est très, très smooth dans notre variété, notre manifold. Donc, c'est quelque chose qui était rassurant. C'était pas des changements abrupts ou des images qui étaient irréelles entre les deux. C'est vraiment non. Pour chacun des Z interpolés ici, j'ai une image qui, somme toute, est plausible. On peut voir ici un changement, donc une pièce et un tableau. Le tableau disparaît, devient peut-être ici, de façon temporaire, un téléviseur, puis bon, éventuellement, le téléviseur se fond pour devenir, dans le fond, un mur qui est simplement plus foncé, par exemple. Même chose ici, là, on a une chaise, peut-être. On regarde une chaise qui finit par, ou c'est plutôt les pattes du lit, puis dans le fond, les pattes du lit, on voit ici, on passe graduellement, les pattes du lit s'élargissent, ou ça devient un autre objet dans la pièce. Donc, c'est quand même intéressant, cet aspect-là d'interpolation. Ça nous rassure. Ça nous dit, OK, il y a vraiment quelque chose là, que j'ai appris. C'est pas parfait, mais j'ai appris quelque chose qui est relativement smooth. Et
Tout comme on pouvait faire de l'algèbre sur les embeddings de mots. Hein, si vous vous rappelez, le genre, vous faites, je pense, l'embedding de France moins Paris plus Angleterre égale Londres dans les vecteurs d'embeddings. On peut faire aussi le même algèbre sur les vecteurs Z qui ont été utilisés pour générer des images. Donc, vous voyez ici, par exemple, prenez le vecteur Z qui a généré une image d'une femme qui sourit, moins le vecteur Z qui a servi à faire une image d'un visage neutre, plus le visage d'un homme neutre. Donc, ce que ça donne, c'est des images. Si je prends le Z qui provient de ce calcul-là, ben, vous voyez ici, ça génère des images d'un visage d'un homme qui sourit. Donc, il y a quand même encore là quelque chose d'intéressant que, un peu comme les embeddings, je ne peux pas dire exactement quelle entrée de mon vecteur correspond à quoi, mais globalement, il y a de l'information sémantique de haut niveau qui est contenue, mais qui est difficilement interprétable lorsque je regarde mon vecteur directement. Autre exemple ici, homme avec lunettes, moins homme sans lunettes plus femme sans lunettes. Quelle sera la réponse des images? Ben, ce sera une femme avec des lunettes, par exemple, qui va être générée par le réseau génératif. Encore là, vous voyez, ça nous rassure, ça nous dit, OK, au niveau de la fonction de perte, on avait vu donc qu'il peut y avoir des difficultés d'entraîner sur certaines fonctions de perte. Rappelez-vous, le GAN, ce qu'il veut surtout faire, c'est rapprocher des distributions. Il veut que les distributions des images réelles et fausses soient les mêmes. Donc, si vous voulez, on peut voir aussi on veut que les distributions sur les prédictions du discriminateur soient les plus proches possibles. Donc, si on veut prendre une métrique donc, d'être capable de mesurer la distance entre deux distributions, une métrique qui existe, c'est la métrique de la distance de Wasserstein, mieux connue, je vous dirais, sur son nom en anglais de Earth Mover Distance, ou en français, c'est très poétique, c'est la distance du cantonnier. Cantonnier étant les gens qui fabriquent les routes. Et comme on va le voir après la pause, donc cette Earth Mover Distance-là va être basée sur le concept de dire je vais déplacer les quantités d'une distribution d'un endroit à l'autre de ma distribution et la distance de comment je déplace, si vous voulez, ces petits morceaux de distribution.